Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier bulletin météo. Alors, dans ce nouveau format, nous examinerons notamment ce qu'il s'est passé ces derniers jours, la synoptique actuelle, ce qu'il se passera au cours des prochaines semaines et nous analyserons divers indices qui nous permettront de dresser une première tendance pour les 2 à 3 prochaines semaines. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, la plupart me connaissent sous le nom de Aigle sur les principaux réseaux sociaux. Je gère notamment un groupe qui s'appelle Météorologie et Climatologie nationale et mondiale sur Facebook avec 8500 membres et qui est relativement actif notamment aux côtés de Météo Décrypte qui fait du bon travail à côté de moi. Si on va aussi me retrouver sur Twitter et sur Instagram. Donc pour ce premier bulletin, déjà, ce que l'on peut voir, c'est que on est sous un régime dépressionnaire sur l'Atlantique Nord, avec une dépression bien établie ici, comme on peut le voir au sud de l'Islande. Et en fait, cette dépression amène un flux de sud-sud-ouest, et ça nous donne beaucoup de douceur depuis quelques jours, avec un anticyclone bien établi sur l'Europe. Alors qu'est-ce qu'on remarque également? On peut remarquer qu'il y a l'ex-ouragan Melissa qui a fait beaucoup de dommages dans la Jamaïque et dans les Caraïbes en particulier ces derniers jours. On en a beaucoup parlé. Et bah, elle est en train de remonter actuellement vers l'Atlantique Nord et elle ira grosso modo vers l'Islande au cours des prochains jours. Alors qu'est-ce que cela va nous faire? Eh bien, on peut voir que cette dépression, donc l'ex-ouragan, ira progressivement vers l'Islande dans les prochaines heures, ce qui va nous donner, ça va faire propulser un anticyclone vers la France et vers l'Europe en particulier. Donc la masse d'air deviendra très douce au cours des prochains jours avec un talouette qu'on peut voir ici qui évoluera vers l'est et pourra entrer en conflit contre l'anticyclone un peu plus tard. Donc au niveau de la masse d'air, ça donnera des températures assez proches ces prochains jours, voire plus douces, notamment ici quand l'ouragan, enfin l'ex-ouragan propulsera un air très doux qu'on peut apercevoir ici, alors que l'Islande sera plongée dans un air un peu plus froid. Donc ça c'est vraiment typique d'Alnao+. On verra après pourquoi est-ce qu'on a ce régime en particulier, qu'est-ce qui le motive et comment il pourrait évoluer. Mais donc ça, une telle masse d'air, ça pourrait donner des températures entre 18 et 20 degrés, en particulier au sud du pays. Ce qui n'est pas anodin, hein, parce que les normes de novembre, elles sont un peu plus basses. Mais ça sera globalement très doux, assez doux en tout cas. Donc ce qui contraste par rapport au reste de l'automne qui jusqu'à présent a été globalement standard au regard des normales avec une séquence relativement fraîche, notamment à la mi-fin septembre. Il n'y a pas eu beaucoup de douceur jusqu'à présent. On peut voir ici sur la modélisation de CEP notamment que le zonal pourrait persister jusqu'au 10 novembre, avant l'établissement d'un régime un peu plus méridien. Alors cela est très incertain, comme nous le verrons un peu plus tard. Globalement, au niveau des diagrammes, on retrouve ce qu'on a dit précédemment, donc ici pour Paris. On a des diagrammes assez doux ici avec un pic associé au passage de l'ex-dépression sur l'Islande qui va nous donner beaucoup de douceur temporairement avant une baisse un peu plus progressive mais qui sera essentiellement un retour au normal de saison. Après, parce que là on voit le pic ici et ensuite on a un retour un peu plus bas ici, on voit que ça diminue et on revient proche de la ligne grise ici qui représente la normale de saison à 1500 mètres d'altitude à cette période de l'année à Paris. Alors si on regarde le diag pour
Toulouse par exemple, on voit que l'advection est un peu plus prononcée, avec des températures de 15 degrés à 850 SPS qui pourraient donner des températures au sol de environ 18-20 degrés, ce que l'on remarque également en regardant ici. On a des après-midi à 20 degrés, ce qui est absolument significatif, et des matinées assez douces. On remarque aussi la chute des températures par la suite, ici avec une nouvelle baisse, comme évoqué précédemment. Alors actuellement, les températures elles sont assez douces, comme prévu, hein, on a du 10 à 15 degrés, voire 20 degrés en PACA localement, ce qui n'est pas à négliger. C'est un temps doux pour la saison. Et à l'échelle d'Europe, on peut voir que cette douceur elle s'étend sur la plupart du continent ici, avec un froid très restreint du côté de la Russie et de l'Europe du Nord, mais c'est pas très marqué, avec un hémisphère qui est globalement en surchauffe à l'heure actuelle. Ce que l'on peut d'ailleurs vérifier, parce que on va aller voir tout de suite les anomalies à l'échelle de l'hémisphère. Donc voilà, le graphique qui montre l'évolution des températures pour l'hémisphère nord en courbe rouge, pour l'hémisphère sud en courbe bleue, et la moyenne globale elle est en noir. Donc on peut voir que globalement on a une surchauffe de l'hémisphère nord ici depuis quelques semaines, en particulier depuis la fin octobre. Donc ça se remarque très facilement par le déficit d'enneigement en Sibérie. Il a beaucoup neigé en Eurasie dans la première partie du mois d'octobre, et ensuite ça a beaucoup stagné, et là on prend du retard. Donc c'est pas très bien par rapport aux perspectives hivernales. Et donc si on regarde les anomalies moyennées sur les 7 prochains jours, on peut remarquer qu'il fait chaud quasiment partout, dans l'hémisphère nord, en particulier en Europe, du côté de la Californie, mais surtout dans l'Arctique qui est très supérieur aux normales saisonnières, euh, de près d'une dizaine de degrés, une quinzaine de degrés. Aussi en Chine, en Afrique, en Antarctique, donc la planète est vraiment en surchauffe en ce moment, ce qui n'est pas forcément de bonne augure pour les réserves de froid. Et cette surchauffe, elle peut s'expliquer en partie, comme on l'a vu précédemment, par une tonalité accrue sur l'Atlantique. Ça renvoie les anticyclones vers le nord, ce qui propulse l'air doux vers le continent. Et donc ces tendances devraient persister durant une bonne partie du mois de novembre. Il faudra voir si ça diminue ou pas en décembre. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le zonal, il persistera pendant une bonne partie du mois de novembre. Comme on peut le voir ici avec la moyenne de GFS, on peut voir que c'est très dépressionnaire dans l'Atlantique et anticyclonique du côté de la Scandinavie. Donc ça peut promouvoir un temps particulièrement doux en Europe, comme on vient de le voir. On a aussi un complexe dépressionnaire du côté du Pacifique. Donc en gros, ça signale qu'on a un tripôle sur l'Atlantique et on a le complexe. Alors qu'est-ce que ça fait? C'est une synoptique typique pour perturber le vortex polaire. Parce que le dipôle dépressionnaire anticyclone, ça excite les ondes d'Eddy, donc les ondes de chaleur vers la stratosphère. En particulier, plus le gradient est prononcé entre ces deux zones, ici,
et plus le risque d'une perturbation du vortex polaire est fort dans les 2 semaines qui suivent. Donc ça, c'est cohérent avec les prévisions de CMOF Weekly, qui montrent un vortex globalement affaibli fin novembre et en décembre. Et c'est également ce qui est anticipé par les modèles saisonniers depuis une bonne partie de l'été. Et c'est accentué par ça aussi, le complexe sur le Pacifique. Donc c'est des choses qu'il convient de discerner, parce que la synope à l'instant T, ça peut avoir des impacts au-delà de du seul instant. Et donc on peut voir que ça persiste jusqu'à s'affaiblir vers le 10 novembre. Et après, on a l'établissement d'un anticyclone. L'anticyclone se déplace vers, la Norvège, l'Europe du Nord, et toujours avec le complexe sur le Pacifique. Et après, il se décale progressivement vers l'Atlantique. Alors ici, c'est pas très net, mais dans d'autres simulations, on voit que ça se décale un peu plus. Ici, notamment sur l'ensemble de ZEM et sur l'ensemble de CEP qui, je crois, n'est pas sorti pour aujourd'hui. Ouais. C'est toujours le run d'hier. Sur Tropical Hitbit, malheureusement. Mais on peut voir également ce décalage ici avec des basses pressions du côté de la France. Donc il y a globalement un assez bon consensus pour un changement de régime vers la mi-novembre, mais l'intensité est très incertaine. Alors, le zonal qu'on observe depuis quelques semaines, il peut être lié notamment à un AAM, donc c'est le moment angulaire atmosphérique global, angulaire moment. Donc en gros, plus il est négatif, moins il y a d'élan dans l'atmosphère, et plus il est positif, plus il y a d'élan. Souvent, la direction dans laquelle ça va, donc si ça va du positif vers le négatif ou l'inverse, est plus importante que l'anomalie absolue. Donc ça a peu d'importance dans l'immédiat. Hein. Si ça se situe à plus 1, plus 3 ou moins 2, ce qui compte c'est surtout la direction, si ça augmente ou si ça diminue. En été, alors la relation est un peu inversée. Quand ça diminue, ça tend à favoriser un temps zonal, donc humide ou très chaud en Europe en fonction de la latitude de la barocline, alors qu'un temps un positif, ça tend à faire remonter l'anticyclone vers l'Europe. Donc là, c'est très doux. C'est ce qui s'est passé pendant les 2 canicules de cet été, alors que quand on a eu la baisse à la mi-juin, bah, ça a promu un régime plus zonal. Et on se rappelle qu'il y a une période plus fraîche, en France notamment, à cette période-là, pendant environ 2 semaines, donc ça correspond bien. Alors qu'est-ce qu'on observe depuis le début de l'automne? Donc on est dans un régime très négatif, qui correspond bien à l'état de La Niña, puisque La Niña réduit le moment atmosphérique et tend à renforcer le jet stream par le biais d'un renforcement du vortex polaire. Alors c'est surtout vrai en seconde partie d'hiver, c'est ce qui s'est passé l'année dernière, où on était sous une faible Niña. Alors qu'est-ce qui s'est passé récemment? On a eu une hausse. Alors cette hausse, elle est liée à plusieurs facteurs. Il y a eu un couple de montagnes eurasiatiques positif. Donc en gros, dans les montagnes de l'Himalaya, un anticyclone s'écrase contre les montagnes. Je ne sais pas si on peut visualiser ça ici. On peut remarquer que là, ça... Donc on a un anticyclone qui s'écrase contre les montagnes. Donc les montagnes, elles sont où?
eh bien, elles sont ici. C'est le plateau tibétain. Bien. Et donc, quand l'anticyclone s'écrase contre ce plateau, il fait comme ça, et en fait, ça transfère de l'élan atmosphérique à l'atmosphère par le biais de processus assez complexes à décrire ici. Et en gros, ensuite, ça se répercute dans le jet stream du Pacifique, ça le renforce, et ensuite, le jet qui devient plus fort dans le Pacifique se tape contre les montagnes des Rocheuses aux États-Unis. Et ça initie un flux plus méridien en direction de l'Atlantique. Ici, on peut voir, ça fluctue, et c'est notamment quand ça se tape contre les montagnes qui sont ici que ça provoque un véritable effet. Alors ça, c'est le AMT+. Le AMT et l'AM, ils sont étroitement liés parce que, en fait, une hausse de l'AM résulte d'un événement EAMT. Donc si on a l'inverse, si une dépression s'écrase contre la montagne, on aura une baisse de l'élan atmosphérique. Donc le jet du Pacifique devient moins fort. Donc l'AM diminue. Ça, c'est ce qui s'est passé durant la majeure partie de l'automne. Et là, jusqu'à présent, on a eu un EAMT+, récemment. Et en gros, bah, c'est ça qui a conduit à la hausse de l'élan atmosphérique. Alors cette hausse, elle a eu peu d'effet sur le secteur atlantique, tout simplement parce que l'AM0 est déphasée. On peut voir que durant les dernières semaines, l'AM0 était principalement dans ces phases dites de l'océan Indien et maritime. Donc ces phases tendent à faire baisser l'élan atmosphérique et du coup cela favorise une NAO+. C'est ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, c'est ce qu'on observe actuellement. Donc ça agit de façon destructive avec la hausse de l'AM et donc ça a grandement limité son impact. Donc il convient de ne pas prendre en isolation aucun des facteurs, ni l'AM, ni la MZO, ni le AMT. Et d'ailleurs, je crois qu'il existe même d'autres indices. Ils doivent être pris dans une photographie d'ensemble et pas isolément, sinon votre prévision elle sera erronée. Et c'est très important parce que c'est la source de nombreuses déceptions. Les gens ils prennent souvent en compte un seul paramètre isolément et au final on observe quelques jours avant que ça échoue faute d'élan atmosphérique ou de flux méridien, alors que ça aurait été anticipable en prenant une photographie d'ensemble, et c'est ce qui conduit au fameux flop entre guillemets et à la déception qui peut également nuire entre guillemets à la crédibilité des amateurs ou des météorologues. Donc c'est vraiment très important de prendre une photographie d'ensemble qui ne soit pas uniquement un facteur isolé, mais bien l'ensemble des facteurs. Alors comment cet indice va-t-il évoluer au cours des prochaines semaines? On peut voir que CFS prévoit une continuité d'un régime neutre négatif, donc il n'y a pas beaucoup de changements avant une baisse. Alors pour la baisse, je ne suis pas sûr qu'elle se produise réellement, parce que si la M0 passe en phase 6-7 plus favorable au EMT+, alors elle devrait plutôt augmenter plutôt que diminuer. Et là, c'est là que ça devient intéressant, parce que on partirait d'un état moins négatif qu'auparavant, on se situe vers moins 0,5, alors que la dernière hausse est partie du très bas de moins 3 ici. Donc ça peut vraiment avoir son importance. On partirait d'ici au lieu d'ici. Et c'est ce qui pourrait nous faire monter dans un régime positif. Alors d'ailleurs, le weekly confirme que le temps restera globalement doux au cours des prochaines semaines, au moins jusqu'à la mi-fin novembre.
avec des températures régulièrement au-dessus des normales de saison en Europe. Donc c'est totalement cohérent avec ce que l'on vient de discuter. Quant au vortex polaire, il devrait rester inférieur au normal. Ici, après une légère hausse, donc on peut voir qu'il y a notamment une hausse ici de court terme, mais elle devrait être assez rapidement compensée par une chute de long terme ici, avec notamment pas mal de scénarios qui pointent la possibilité d'un réchauffement stratosphérique soudain, c'est-à-dire une descente sous les 0 ms à 60 degrés nord à 10 SPA, donc en stratosphère. On a à peu près 20% des scénarios, donc c'est pas négligeable, mais c'est pas encore un signal très très fort. Donc pour l'essentiel, le vortex ne devra pas être très fort, contrairement aux années précédentes où à la même période il était prévu plutôt au-dessus des normales, plutôt par ici. Et là, au lieu de ça, on devrait être plutôt par ici. Donc c'est assez cohérent avec un AM en hausse et positif plutôt qu'un AM en baisse qui aurait tendance à renforcer le vortex. Par ailleurs, on peut remarquer que les températures de surface des océans, on peut voir que la température des océans, donc début octobre, elle ressemblait à ça. Donc qu'est-ce qu'on observe? Une faible Niña, une bulle froide dans l'océan, donc ça c'est début octobre, le 1er octobre. Il est ici des températures globalement négatives, donc on a une Niña ici, un bloc froid, un océan froid à l'ouest de l'océan Indien et des températures plus chaudes dans les régions polaires et à l'est de l'océan Indien. Donc ça c'est typique d'un iode négatif. La différence ici entre un océan Indien froid à l'ouest et chaud à l'est, c'est typique d'un iode négatif. Ça c'est PDO-, et ça c'était une tendance plutôt à un tripôle favorisant la NAO+, en début d'hiver, avec des températures négatives ici et positives le long de la côte est des États-Unis. Alors comment la situation a-t-elle évolué depuis? Et ben c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on voit qu'aujourd'hui on est sur une configuration assez différente, notamment dans l'Atlantique, avec des anomalies chaudes qui se sont étendues plus au sud, dans les régions polaires toujours, mais plutôt vers le Groenland, alors que les dernières années, on avait souvent des températures plus froides au Groenland, ce qui favorisait un régime plus zonal, plus doux en Europe. Et on a surtout une bande un peu plus froide qui se développe entre la côte est des États-Unis et la France. Donc ça, c'est une situation typique d'une préconfiguration, un régime plus méridien, plus favorable à la au moins si les autres facteurs, notamment tropicaux, s'alignent. Donc c'est pas à négliger, et on remarque aussi que la Niña s'est renforcée, c'est en plus à l'ouest, près des îles de la nouvelle de l'océan Indien et de l'Australie, et également l'ouest de l'océan Indien est plus froid que début octobre. Donc ça c'est typique d'un renforcement de l'iode qu'on verra dans le graphique plus tard. Avec un réchauffement ici, et c'est précisément ce réchauffement à l'est de l'océan Indien qui influence l'évolution de la MGO. Plus il est chaud et plus elle peut se propager à l'est et être intense, et plus elle est froide et c'est inverse. On remarque également que on a un bloc froid en développement le long de la côte ouest des États-Unis. Donc un renforcement du PDO- et avec des perspectives très dépressionnaires, comme on l'a vu dans le Pacifique Nord au cours des prochaines semaines. Cette anomalie froide pourrait s'étendre
un peu plus. Et justement favoriser un feedback rétroactif qui pourrait renforcer les dépressions ici et renforcer les anticyclones du côté scandinavien, ce qui pourrait davantage affaiblir le vortex polaire. Alors comment ça se compare par rapport à l'année dernière? On voit que c'est pas très différent. Les mers étaient globalement plus chaudes dans son ensemble, hein, avec une ligne plus faible ici qui était peu étendue par rapport à maintenant où ça s'étend vraiment très à l'ouest. On avait aussi l'océan Atlantique qui était chaud dans son ensemble. La bande froide n'était pas très développée, donc c'était clairement moins propice à des régimes méridiens ou de Naumoin. Et dans le Pacifique Nord, c'était globalement chaud, mais on avait aussi cette anomalie froide en développement du côté des Aléoutiens de l'Alaska. Et la TNA était positive. Donc dans l'ensemble, le profil de SST en 2025 à présent est plutôt propice à une fin d'automne début d'hiver un peu plus bloquée, sans certitude évidemment, parce qu'on peut pas décerner des signaux à l'échelle d'un pays, ou précisément parce qu'on peut avoir une tendance globale des régimes possibles, mais des interactions locales pourraient perturber ces interactions et fournir de la douceur alors qu'on s'atteindrait par défaut à l'inverse. Donc il faut être vraiment prudent là-dessus, mais globalement, ça favoriserait plutôt des régimes méridiens qui entend vraiment verrouiller avec un jet stream très plat, en particulier si l'anomalie observée dans l'Atlantique Nord se renforce au cours des prochaines semaines. Alors, justement, à propos de l'Atlantique Nord, on peut zoomer dessus et on voit bien cette fameuse bande froide en développement ici, alors que la TNA, donc l'Atlantique tropical, et le cercle subpolaire sont plus chauds. Donc ça, c'est vraiment typique de quelque chose qui va supporter des blocages de haute latitude, ce qu'on n'avait pas vraiment l'habitude ces dernières années, et c'est notamment ce qui s'était produit entre 2003 et 2010, voire 2012, à cette période de l'année, qui, on le sait, avait été suivi par une fréquence plus élevée que d'habitude de blocage nordique. Même si c'est une précondition, mais c'est pas quelque chose qui va tout déclencher. Il faut que les forçages tropicaux soient en phase. Sinon, on risque d'avoir. Enfin, ça peut affaiblir le zonal localement et améliorer les blocages, mais s'il n'y a pas les forçages tropicaux, ça risque de ne pas déclencher grand chose. Donc c'est une précondition, mais c'est pas une condition absolue. Alors par rapport aux autres années, donc on a déjà vu 2024, on va regarder 2023, c'est à peu près similaire. Mais il faisait beaucoup plus chaud dans l'Atlantique tropical, ce qui est susceptible de renforcer l'anticyclone subtropical et de fournir des bouffées de chaleur vers la France, avec une bande froide plus restreinte, et le gir subpolaire était également chaud. Donc c'est une assez bonne analogie si on considère que les mers sont actuellement légèrement plus froides, notamment du côté de l'Atlantique tropical par rapport à 2023. Et après, on verra que les autres années, donc 2022 était assez différent. Avec un bloc froid se concentrant ici. Et des anomalies chaudes à l'est de la côte des États-Unis, donc de façon assez similaire à ce qu'on a vu début octobre, mais pas aujourd'hui. Donc je ne dirais pas que 2022 est un bon analogue au regard des SST. Ensuite, 2021, on peut voir que c'était très différent, avec une bande chaude ici et une bande froide, enfin froide un peu moins chaude, ici et ici, avec une TNA neutre et des SST du GR Nord-Atlantique assez neutres,
Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui allait favoriser la Nao+, et la plupart de l'hiver 2021-2022 a vraiment été dominé par la Nao+. Et ensuite, on peut passer plus rapidement sur les autres années. Donc on voit que 2020, c'était assez similaire, très propice à la Nao+, en fin d'automne. 2019 était un peu différent, avec une bande froide vraiment très établie, mais on n'avait pas vraiment de chaleur du côté de l'Atlantique tropical ou du gir subpolaire. Donc ça favorisait un peu les essences méridiennes en fin d'automne, mais c'était pas exceptionnellement favorable. Et il y avait d'autres facteurs qui étaient très largement en faveur du zonal. 2018, c'est un peu pareil à 2021, avec un large tripôle qui favorise également la NAO+. 2017, bah, c'est un peu similaire, en moindre intensité. 2016, alors là, bah, c'est très similaire à 2018, donc très propice à la NAO+. 2015, c'était un peu pareil, mais avec une piscine froide très étendue, ce qui reste d'ailleurs le record en vigueur pour l'instant du bloc froid le plus étendu à ce jour, au XXIe siècle. Et ça s'était soldé par un hiver particulièrement doux. En 2014, bah, c'était pareil. 2013. Alors 2013, c'était un peu une année de transition, comme on a pu le voir précédemment avec 2022, avec un bloc froid ici, des eaux chaudes à l'ouest, donc, et des eaux chaudes ici aussi. Donc c'est assez similaire à 2022, qui était une période de transition entre un tripôle chaud-froid chaud propice aux blocages hivernaux et à la situation, la longue séquence entre 2014 et 2021 plus propice au zonal et à la douceur. Donc ça, c'était un régime assez hybride, et l'hiver a globalement été doux. Après, à partir de 2012, on retrouve un peu ce qu'on est en train de retrouver actuellement, avec une bande froide qui est certes bien plus établie qu'actuellement, donc ça ne serait pas forcément une bonne analogie, mais on retrouve globalement ce tripôle chaud-froid-chaud. Et on sait que l'hiver 2012-2013 a été particulièrement froid, notamment en fin d'hiver, avec pas mal d'épisodes neigeux. Et le profil SST atlantique était assez propice. Après, bah, c'est un peu similaire les années d'avant, hein. En 2011. Et en 2010 aussi. Bon, ça veut pas charger, je sais pas pourquoi. Ah, ça y est. Ouais, voilà. En 2011, c'était un peu l'exception à la règle. On voit que ça favorisait globalement un AO+, hein, ce qui s'est passé durant l'hiver 2012, à l'exception de février. Mais on voit que c'était globalement le triple Sofraso qui dominait la décennie précédente. Alors 2010, c'est une assez bonne analogie, avec un gir subpolaire en réchauffement et des tropiques également. Bon, alors dans une moindre mesure qu'actuellement, et une bande froide assez faible entre le golfe du Mexique et la France. Donc ça, c'était vraiment précurseur de la néanmoins qu'il y a eu en novembre-décembre, qui était exceptionnel à cette période. Après, on a eu 2009. Alors 2009, c'était une année précurseur de ce tripôle, où la MOX est notamment affaiblie de 30% durant l'hiver, avec une large anomalie froide ici, qui s'est ensuite propagée vers le sud et a forcé la néanmoins un peu plus tard. Donc 2009, c'est aussi une année de transition comme 2013 et 2022. Puis après, bah, il n'y a plus grand chose à dire, à part ce qu'on a déjà dit, hein. 2008. 2008, c'était un peu similaire à 2021 aussi, mais on avait l'anomalie froide
du côté du golfe du Mexique et la côte des États-Unis. Donc c'était propice à un régime de dorsale, grosso modo. « 2007, un peu similaire, une année de transition aussi, avec chaud à l'est, froid à l'est, un dipôle ouest-est susceptible d'exciter les ondes méridiennes. 2006 est assez similaire actuellement, mais l'anomalie froide était plus étendue ici. 2005, un peu pareil, moins chaud au nord et au sud. 2004, on avait également ce tripôle. Donc globalement, ce qu'on retrouve jusqu'à présent, c'est que 2006, 2010 et 2023 sont assez proches de la situation actuelle, où durant certaines, ça avait assez bien promulgué des synoptiques bloqués. Et notamment au niveau de l'Ancho, c'est 2010 qui semble être le plus proche. Mais ça ne signifie pas qu'on aura une synoptique à la 2010 en début d'hiver, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte et ça peut atténuer ou renforcer l'impact. Donc c'est une similitude, mais pas une garantie, et certainement pas un indicateur exact de ce qui va se produire. Donc grosso modo, les SST atlantiques sont globalement favorables à ce stade à un régime plus bloqué en début d'hiver si les tropiques s'alignent. Ce qui est également cohérent avec un possible affaiblissement du vortex polaire et un passage d'un MCO en 6-7. Pour autant, ces perspectives restent assez incertaines, parce qu'on peut voir que l'évolution de la MCO est très incertaine après son premier passage dans les phases 2, 3, 4, 5. On voit qu'elle est actuellement en train de s'affaiblir, et il y a une grande incertitude sur ce qu'elle va faire. On voit que CEP privilégie une amplitude très faible, alors que ZFS prédit une amplitude plus forte. Mince. Ici. Ça, on a dit que CEP, c'était à peu près ça, et ZFS, c'est à peu près ça. Donc il y a une très grande divergence à court terme, et cette divergence sera cruciale pour l'évolution de la synoptique fin octobre, début décembre, donc on ne peut pas vraiment en tirer de conclusion jusqu'à présent. L'amplitude est souvent plus importante que la direction du voyage. Donc si une amplitude forte comme ça se vérifie, on aura plus de chances d'avoir un régime bloqué, potentiellement plus hivernal, fin novembre, début décembre. Mais si une faible amplitude se vérifie, le vortex risque d'être moins perturbé. Donc ça sera vraiment un point à surveiller dans les prochains jours. On note que le consensus est globalement du côté de GEFS, avec l'ensemble IS2M qui est une amplitude modérée également, et CFS dans la même idée. Donc il est possible que CEP sous-estime l'amplitude parce qu'il a un gros biais dans les phases 4-5 dites de barrière maritime. Mais faut quand même surveiller ça. Donc on n'a pas vraiment de certitude à l'heure actuelle sur l'évolution de la synoptique. Il y a un consensus sur le passage en 6. Ça devrait exciter la possibilité de blocage nord-atlantique fin novembre, mais il faudra vraiment confirmer ça. On a aussi un EMT+, qui est prévu vers la mi-fin novembre, qui pourrait renforcer cette idée. Le consensus c'est globalement celui-là, mais tant que la MSO est incertaine, il est vraiment difficile de tirer des conclusions définitives. Après, donc on a globalement fait le tour de ce qu'on pouvait voir. On note que l'affaiblissement ici du vortex fin novembre coïncide avec le paroxysme en phase 6 et 7. Donc ça pourrait signifier qu'il y a un possible impact de la MCO sur la force du vortex. Est-ce que ça se propagera en surface ou pas est une question. Pour l'instant, j'ai pas la réponse. Et on note que CEP qui voit une amplitude très faible de la MCO voit un vortex
globalement assez faible, voire très faible, par rapport au quintile supérieur-inférieur de la climatologie. Ce qui pourrait suggérer qu'une amplitude MCO plus forte pourrait en fait favoriser un vortex beaucoup plus faible et davantage de chances de conditions plus hivernales en décembre. Pour autant, ça résiste assez peu jusqu'à présent, en dehors de quelques runs. Par exemple, je ne sais pas si ZFS ou encore ce qu'il voyait. Mais on voit, ouais, voilà, on voit que dans ZFS, on a une excitation des flux méridiens vers mi-novembre. Donc ça, c'est directement lié à l'AM, la MGO et l'AMT+. Et avec un début de phase rétrograde avec les deux racines anticycloniques qui se propagent vers le Groenland. Mais cette évolution est très incertaine. Donc globalement, je ne crois pas avoir oublié quelque chose. Pour ce premier bulletin, c'est déjà très fourni. Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant? Le zonal est susceptible de persister au cours des prochains jours, probablement jusqu'à la mi-novembre, ce qui pourra promulguer un temps très doux, mais pas forcément humide, parce qu'on remarque que l'anticyclone reste assez proche de l'Europe, ce qui repousse les dépressions plus au nord. Donc c'est pas vraiment humide, il pourrait y avoir des passages plus humides, plus venteux, mais ça semble pas être l'issue la plus privilégiée à cette heure. Donc le zonal persistera pendant au moins 2 semaines, alors un possible changement de régime qui n'est pas confirmé, qui doit être confirmé, même s'il y a beaucoup d'indicateurs assez favorables. Et on peut juste aller voir l'iode. Là. On peut voir que l'iode est très négatif. Alors, il y a eu quelques phases, il y a eu quelques années comme ça depuis le début du XXe siècle, mais c'est très rare. L'iode n'a jamais été aussi négatif qu'actuellement. Donc c'est à souligner. Si on regarde l'évolution historique récente, on peut voir plusieurs choses. On a eu une phase négative en 2010, 2016 et actuellement. Donc on peut tout de suite remarquer que la phase actuelle est la plus négative des trois autres qui n'ont piqué qu'à -1,2, -1,1. Donc c'est le différentiel entre l'océan ouest et l'océan Indien ouest et est. Donc l'océan Indien ouest est froid, l'océan Indien est est chaud, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça peut promouvoir une MCO plus forte et qui se propage plus à l'est vers le Pacifique central. Alors qu'est-ce que ça nous enseigne? Eh bien, on peut aussi voir qu'en 2019 et en 2023, on a eu une phase iode très positive qui s'est soldée par des hivers extrêmement doux, notamment en 2020, mais aussi en 2023-2024. Pourquoi? Parce que l'iode positif a un effet inverse, ça inhibe la MCO et ça diminue l'élan atmosphérique, ce qui provoque un régime plus zonal, notamment en première partie d'hiver, par le biais d'un renforcement du vortex polaire. Alors que l'iode négatif produit l'inverse. Donc c'est un indicateur assez fort qui pourrait indiquer un affaiblissement, voire un réchauffement stratosphérique soudain, assez probable durant la première partie d'hiver, qui ouvre assez bien les perspectives. Donc en 2010, la phase négative a résulté en un mois de novembre et décembre très froid et neigeux. Comme on le sait, en 2016, ça a eu peu d'impact, mais on a vu que les SST nord-atlantiques n'étaient pas préconditionnés. Elles étaient plus préconditionnées pour la NAO+, qui a pu inhiber l'impact de l'événement. En 2022, ça s'est soldé par 20 jours plus froid que la normale en décembre, du 1 au 20, et ça a été assez remarquable. Ces 4 événements ont été suivis d'un forçage tropical assez marqué. Et le dernier événement d'Ion- en Kibéo Est
remonte à 1996, qui a vu une fin décembre assez froide. Donc si on regarde l'historique de la MZO durant ces années, en 2022, on a eu une phase assez neutre en début d'automne. Après, on a eu une activation en octobre et en décembre dans les phases 6-7 assez faibles, donc c'est une amplitude assez similaire à ce qu'on observe actuellement avant un mois de décembre plus calme. Donc 2022 pourrait être une bonne analogie à cet égard. Évidemment, si l'amplitude est plus élevée, ce sera peut-être plus favorable. Après, en 2016, on a eu un bon forçage également en novembre, mais il s'est produit plus tôt, mais ils n'ont pas eu d'impact significatif. Et en 2010, on voit qu'il y a eu un forçage assez marqué en octobre, mais c'était assez calme ensuite. Donc, des événements qui sont produits depuis le début du XXIe siècle, 2022 est un analogue assez proche de la configuration actuelle. Et si on regarde juste 1996, on peut voir que la MCO était très active. On a eu une première phase en novembre, qui était dans une intensité assez modérée, proche de ce que voit GVFS actuellement, et on a eu une deuxième initialisation en décembre, qui a été beaucoup plus forte, et qui a produit des impacts beaucoup plus forts sur la synoptique, puisque la fin décembre 96 a été particulièrement hivernale en Europe. Donc ça semble montrer que les forces tropicaux sous iode négatif sont assez fréquents, parce que si on regarde en 2019, on avait globalement une désactivation en octobre-novembre. Il y a eu un bref cycle en novembre, mais en 2020, c'était globalement inactif, à l'exception du mois de janvier, mais c'est surtout fin 2023 que c'était un impact iode positif typique avec des phases entre 1 et 5 et totalement inhibé dans les phases 6 à 8 qui excitent les flux méridiens. Donc 2022 est un analogue assez solide à cet égard. Donc on a globalement fait le tour. Donc globalement, ça pourrait favoriser une fin novembre, début décembre plus propice à des blocages nord-atlantiques, mais ça dépendra essentiellement de l'intensité de la MCO parce qu'on voit que l'AM et l'EMT pourraient être assez favorables avec un écrasement de l'anticyclone à nouveau dans les montagnes himalayennes. Donc globalement, le mois de novembre devrait être assez doux dans son ensemble, ce qui rend avec le début de l'automne, septembre-octobre, qui était assez neutre et qui avait vu peu de douceur, mais ça restera globalement assez sec. Pour la fin novembre, on a un risque de changement de régime, mais il n'est pas confirmé à l'heure actuelle, tant qu'on a de grandes divergences sur l'intensité de la convection tropicale, qui se remarque notamment sur les anomalies de vélocité potentielle ici. Où GFS promulgue une intensité de convection assez forte en vert, alors que PS voit une intensité de convection beaucoup plus faible. Donc ça sera vraiment un point à surveiller, et c'est peut-être le plus gros problème pour le début de l'hiver, parce que en fonction de la progression de cet indicateur, ça pourrait déterminer la première partie de l'hiver, parce que les effets pourraient se produire en cascade. Donc pour l'instant, on retient un mois de novembre très doux, surtout au début, plutôt sec, avec un possible changement à la fin, mais on peut pas vraiment en dire plus. Il y a une ouverture au mois de décembre qui avait déjà
été identifié dans certaines des sorties des modèles saisonniers du mois de décembre, donc il faudra voir si ça se reproduit encore dans la mise-à-jour du 5 novembre et du 10 novembre, sachant que les modèles saisonniers vont être initialisés sur une configuration assez peu fiable, puisqu'ils vont être initialisés pendant que la MCO est dans la phase de barrière maritime, donc ça pourrait contrarier un peu la fiabilité de la sortie de novembre. Donc c'est globalement tout pour ce premier bulletin qui est assez long. Il dure à peu près 1 heure, je crois. On fera un autre bulletin quand la configuration, quand la situation deviendra un peu plus fiable probablement vers le 7 ou le 10 novembre. Parce que pour l'instant, on peut pas y voir grand chose. On peut faire de vagues hypothèses, mais ce ne sont pas des conclusions définitives. Donc il faut vraiment rester prudent à cet égard. J'espère que vous avez aimé. Et n'hésitez pas à dire vos retours en commentaire pour ce premier bulletin. À vous abonner, liker, bye, c'était Aigle.